C'est une question aujourd'hui non seulement importante, mais moi j'ai envie de dire prioritaire, primordiale, à la fois pour nous, les adultes que nous sommes, mais aussi pour les jeunes enfants qui seront les citoyens de demain. Nous allons essayer, avec les livres, entre autres, de faire grandir en fait dans cet esprit, dans quelque chose de plus généreux, quelque chose qui permettent effectivement de tenir les autres, de prendre les autres en compte. Je vais vous faire découvrir, peut-être que certaines d'entre vous la connaissent, la peinture à l'œuf, qui est une technique ancestrale. On va vraiment prendre le jaune d'œuf, les pigments, et vous allez pouvoir créer vos propres couleurs. Vous aurez un pot dans lequel vous mettez de l'eau, un pot dans lequel vous allez mettre le jaune d'œuf et quelques gouttes de vinaigre, et un pot dans lequel on va récupérer les blancs d'œufs, parce que les blancs d'œufs, on ne les utilise pas. Donc quand vous avez envie de faire de la peinture à l'œuf, c'est chouette si vous avez aussi envie de faire des meringues. J'ai souvent en tête, c'est une phrase que tout le monde connaît, que vous connaissez bien entendu, de Winnicott. Hein. Vous connaissez aussi Winnicott qui dit un bébé tout seul, ça n'existe pas. Et qui montre bien qu'effectivement, pour vivre, pour survivre quand il naît, parce qu'il faut, dit Winnicott, un holding, un handing, c'est-à-dire un portage qui soit pas simplement un portage par les bras, mais aussi un portage par la pensée. Donc quelqu'un qui s'occupe de lui, et il y a chez le bébé qui vient de naître un mouvement naturel d'aller vers l'autre, le principe d'attachement, c'est-à-dire s'attacher à celui qui s'occupe de vous. Nous sommes vraiment des êtres sociaux. Nous ne pouvons pas vivre sans les autres. On n'est pas simplement dans un entourage maternel, familial, etc., etc. Mais plus on commence à grandir, évidemment, plus on va élargir notre cercle de connaissances, notre cercle de relations qui vont nous accompagner, nous faire grandir, etc. Là, on va faire quelque chose de collectif, faire une belle volière tous ensemble. Vous allez commencer sur votre feuille, vous allez faire une tête d'oiseau sur la feuille avec la ficelle. Juste la tête, hein. Il faut laisser la place pour le corps. Quand on a fini de faire sa tête, on passe sa feuille à sa voisine. Quand on reçoit la feuille de sa voisine, on va faire le corps. Et puis après, on passera encore une fois. Et qu'est-ce qu'on va ajouter? Les pattes. Des petites pattes, des grandes pattes, des pattes palmées, des pattes griffées, des pattes. Et donc, ça devient des oiseaux collectifs, puisque ce n'est pas votre oiseau. C'est un oiseau qu'on aura fait. Et donc, nous allons récolter, vous étiez 18, on va récolter 18 oiseaux bien différents les uns des autres et qui font partie de plusieurs. Vivre ensemble et lire ensemble, c'est extrêmement important parce que c'est partager le regard sur des personnages qui me ressemblent plus ou moins, mais très souvent plutôt moins que plus. Moi, je pense que les relations sociales peuvent énormément gagner en qualité grâce à la lecture d'œuvres de fiction. Kazuo Iwamura et le pique-nique de la famille souris. Il n'y a pas une fête familiale sans qu'il n'y ait de repas. Et les enfants apprécient surtout le plaisir d'être ensemble. Hein. Et dans toute fête de famille, de fête amicale, etc., vous avez toujours le partage d'un repas et autour d'une table ou, quand c'est la famille souris, un pique-nique dans la nature. Ce qu'on voit, c'est que non seulement on va pique-niquer ensemble, mais on va préparer ensemble le repas. Tous ces moments qui relèvent d'une tradition, je ne suis pas allée dans toutes les cultures pour le savoir, mais il me semble quand même que c'est vraiment un trait d'union entre les gens, la nourriture, ce partage de moments où on est en train de se régaler. Alors, ce qui est intéressant aussi dans le livre, c'est qu'avant d'arriver sur le lieu du pique-nique, il y a tout un cheminement qui est fait d'activités, de jeux, de prise de risques, etc. Moi, je pense qu'on peut en tirer le fait que d'être ensemble, de faire des choses ensemble, de jouer ensemble, de parler ensemble, de marcher ensemble, de préparer un repas et de le manger ensuite,
c'est quelque chose. On n'a pas besoin de discours quand on montre ça. C'est la force de la littérature pour aborder cette question du besoin d'être ensemble et qu'on y arrive quoi qu'il se passe. Et c'est important aussi de montrer que ça répond ou ça tient à une volonté. C'est La Maison dans les bois d'Inga Moore. Il y a 3 personnages qui partent se promener dans la forêt et ces 3 personnages, quand ils reviennent chez eux, le terrier ou la maison est occupé par quelqu'un d'autre. Et ils disent mais non, je peux pas le chasser, je peux pas être méchant avec lui parce que je l'aime bien. Comment faire quand le terrier est devenu trop petit pour 2? L'élan va avoir une idée de génie. Il va dire si on construisait une maison ensemble pour tous. Pour faire une maison quand on est un élan, un lapin ou je ne sais plus quoi, c'est un peu difficile, donc on va appeler les castors. Et les castors vont accepter très gentiment, parce que c'est leur métier, parce qu'on leur promet quand même des croissants au chocolat comme manière de les rétribuer, et ils vont tous construire la maison, ils s'installent dans la maison et le livre finit pratiquement sur le fait qu'on les voit préparer le repas, etc. Ils mangent ensemble et ils finissent par dormir ensemble. Accepter de dormir avec quelqu'un, ça prouve à quel point ce quelqu'un qui peut-être au départ était un étranger est déjà en passe pour devenir un ami. En tous les cas, il n'est pas un ennemi, il ne fait pas peur, on est déjà familier avec lui. Donc là, on a du collectif, mais feuille par feuille. Ici, sur la toile, on va avoir un collectif. Donc tout le monde va venir sur cette toile. Et c'est notre vivre ensemble de cet après-midi. Alors, la proposition, c'est que ce fond, ce soit un ciel. Je vais vous préparer un bleu. C'est moi qui je vais juste faire ça, si vous voulez bien. Préparer la couleur. Et puis chacune à votre tour, vous allez venir un petit peu l'étaler, la placer pour qu'on ait ce ciel. Et c'est ça qu'il faut qu'on fasse maintenant parce qu'il faut que ça sèche un petit peu après. Et ensuite, vous avez de quoi vous inspirer avec tous les oiseaux qui viennent d'être créés. Je vous invite à créer votre propre oiseau que vous viendrez placer sur le fond ici. Et là, on aura du singulier dans le collectif avec le fond qui va être fait par tout le monde. Et puis, on sera tous ensemble sur la toile. Je prépare tout de suite le bleu parce que ça, il est temps qu'on le fasse pour que ce soit sec. Et puis, vous viendrez intervenir chacune pour remettre votre oiseau que vous vous entraînez à faire sur une feuille de papier. Avec Bibi de Joe Weaver, c'est déjà peut-être... Bibi, c'est un flamant rose qui est dévoué à tous les autres flamants roses. Il vient de naître un petit flamand qui s'appelle Tot. Et ce petit Tot, elle l'accueille. Arrive le moment, le printemps, où la plaine est complètement asséchée. Que faut-il faire pour ne pas mourir sur place? Tous les adultes vont partir. Tous. Et c'est Bibi, elle, qui va rester. Et c'est Bibi qui va accompagner, qui va guider à hauteur de ce qu'ils savent faire, c'est-à-dire commencer à marcher. Et c'est elle qui va les accompagner, non pas en les bousculant, non pas en voulant à tout prix les faire avancer très vite, même sous le soleil, etc. Cette marche qui est une condition de leur survie. Elle prend soin d'eux. Elle prend soin d'eux avec une idée, c'est quand même de leur permettre de grandir, parce qu'ils ne pourront pas grandir s'ils n'y arrivent pas, ils vont mourir sur place. Considérer. Donc prendre en compte ce que chacun est capable de faire, a la capacité de faire, et l'aider à faire plus le moment suivant. Il y a un très beau livre que je voulais mettre qui s'appelle Au monde, où on voit que l'enfant qui naît, déjà, il appartient à ce monde parce que, comme nous tous, bien entendu, il a un visage, des mains, des pieds, etc. Mais en plus, chacun reconnaît dans l'apparence extérieure de l'enfant un élément qui lui appartient à lui, un élément de ressemblance. Mais ce qui fait que déjà, on induit le fait qu'on a tous quelque chose à voir avec les autres. 7 milliards de visages de Peter Spear. Ce que je trouve absolument extraordinaire chez Peter Spear, et c'est génial pour moi aujourd'hui, peut-être pour vous, vous me direz après, c'est qu'effectivement, il pose les questions de fond. On n'est pas tout seul, on ne peut pas vivre tout seul. La deuxième question de fond, c'est que tous ceux qui vivent en même temps que nous, sur la même terre
que nous, qu'elles soient à l'autre bout des océans ou au pôle Nord, au pôle Sud, etc., etc. Ils vivent au même moment, dans la même ère que nous, j'ai envie de dire dans la même terre, et une terre qui appartient à tous, et que la terre ne nous appartient pas. Ce qui m'intéresse, c'est qu'il insiste beaucoup sur ce que nous avons tous en commun. Les expériences vont être différentes, la vie va être différente, les visages, les yeux, tout. C'est incroyable. Les habits, les maisons, les religions, les jeux, tout ce qui est d'ordre culturel, on va dire, tout est différent. Tout est différent et pourtant, nous appartenons au même monde. Si vous voulez, ce genre de livre m'importe beaucoup parce que je ne cesse de dire que la littérature, c'est la langue de la diversité. Avant que le livre commence, il dit « Le racisme, d'où vient-il en premier ? De l'ignorance ? De la peur ? De ceux qui ne sont pas pareils ? Allons-y, regardons, apprenons, comprenons et luttons. » Donc une vraie approche salutaire de la connaissance des autres. Je fais des toiles de temps en temps, dans des formats qui ne sont pas plus grands que ma table de travail. Et puis chaque fois que je vais voir des expos où il y a des peintures monumentales, il y a un truc en moi qui me chatouille et qui me dit « mais moi aussi je veux travailler très grand ». Cet été, j'ai eu beaucoup de chance d'habiter à l'atelier de Marcel Berlanger, qui est un artiste contemporain belge. J'ai pu habiter son atelier et me frotter au grand format. Je n'avais aucune pression, pas d'histoire à raconter, juste me faire plaisir et donc j'ai travaillé en très très grand. Si les murs avaient été plus grands, j'aurais encore fait plus grand. Puis j'ai travaillé avec des pigments et de l'œuf, 200 œufs. Et voilà, donc c'était fabuleux puisque je n'avais aucune pression, puisque c'est pas une commande, j'ai pas de date d'expo, ni quoi ni caisse. C'est vraiment pour me faire plaisir. Et j'en viens à Issa Watanabe, qui ne peut pas supporter ce qui se passe. Et donc, elle a décidé de créer ce livre qu'elle a intitulé « Migrants ». En regardant ce livre, vous voyez un énorme ibis. Elle est sur le dos de l'ibis, la mort. La mort dont vous remarquez qu'elle est vêtue avec un très beau manteau, avec des couleurs chatoyantes. Et elle va descendre de son ibis pour ramasser cette petite valise. Le livre, d'ailleurs, il est intéressant aussi pour cela, c'est qu'il n'y a pas de texte. Moi, je me suis dit, il n'a pas de texte parce que les migrants n'ont pas de voix. Mais on sait quand même, et je le dis sans arrêt, que l'image, c'est du texte, que l'image, ça parle, que l'image, ça raconte. Ils avancent, et voilà qui suit ce que suit la mort, habillée. Elle suit des migrants, et des migrants qui sont de toute espèce. Et ils vont tous vers le même but, c'est trouver un asile où ils seront reconnus, où ils pourront vivre en paix, loin de tous ceux qui les a chassés de chez eux, soit le climat, soit les guerres, soit la pauvreté, etc. Ils s'arrêtent pour manger, ils sortent leurs écuelles, ils ont des petites écuelles et chacun aide l'autre. Il n'y a pas de ségrégation par la race, par l'espèce. On aide un plus petit ou on aide un plus vieux parce qu'il n'a plus le courage de le faire ou parce qu'il n'a plus la possibilité de le faire. À la fin du livre, la mort qui prend soin des autres, elle vient, elle pose un linceul, c'est vraiment une allégorie de la mort. Elle pose un linceul sur le petit lapin qui est tombé du buste d'arbre. On comprend pourquoi elle était là. On a compris, bien sûr, mais on comprend encore plus la nécessité qu'elle soit là. Vous voyez la force d'un livre, sans texte. Et comme dit Marielle Massé dans son livre « Sidéré, considéré », et elle oppose à la compassion, à la dimension compassionnelle, la dimension justement de considération, c'est-à-dire prendre en compte les autres et encore plus les autres quand ils sont différents. Parce qu'ils ont tout à apporter, parce que les étrangers d'aujourd'hui peuvent être et ont toutes les chances d'être des amis de demain, à condition qu'on les considère, alors qu'on pense à ce qu'ils sont, d'où ils viennent, ce qu'ils pensent, comment ils vivent, etc. Dans mon parcours de vie, il y a un centre qui s'est ouvert dans l'urgence. J'y étais en simple citoyenne, j'y ai donné un petit coup de main, voilà, pour des petites choses. Et puis, on a mis une bibliothèque en place. Et puis, je me suis dit, mais j'ai envie de donner un atelier. Donc, avec une amie qui est dans le mouvement, on a offert cet atelier. Donc, on s'y rendait bénévolement
une demi-journée par semaine. Et puis de cette demi-journée, on est passé à un moment très fort de 5 journées où on a travaillé sur la thématique de l'attente, puisque à partir du moment où on est demandeur d'asile, votre préoccupation principale, c'est d'attendre. Attendre la convocation. En Belgique, c'est le CGRA. Et ils attendent. Et cette attente, elle les ronge, elle les grignote. Et ça se voit réellement. En donnant cet atelier, il y a beaucoup de liens d'amitié qui se sont créés. On a beaucoup ri, on a pleuré, on a fait plein de choses. Et ce livre, Attendre, on l'a édité. Ça faisait une parenthèse, en fait, dans leur vie. Ce sont vraiment des moments suspendus où en passant par le corps et en passant par la trace dessinée, on se dépose et on accueille et on partage. Vraiment. Et puis ça permettait à ces jeunes aussi de se rencontrer. Ça recrée du lien, ça recrée vraiment ce lien de vivre ensemble et de se découvrir les uns les autres, d'aller plus loin en fait dans cette aventure et de ne pas être simplement catalogué comme demandeur d'asile. Alfred est un drôle d'oiseau. On ne veut pas d'un oiseau comme toi. Va-t'en. Alfred a juste le temps de prendre sa petite chaise et il s'en va. Alfred n'a plus de maison. Et ce drôle d'oiseau, personne n'en veut. Et personne n'en veut, et chacun n'en veut pas pour une raison bien différente. Parce que chacun ne pense pas par rapport à Alfred, chacun pense par rapport à lui. Encore Marielle Massé, on ne part pas de celui qu'on regarde à peine, pour lequel on est un peu triste peut-être, on part de soi. On part de soi, et celui-ci qui vient, il va nous déranger. Alors, dans Alfred, il dérange parce qu'il est trop grand pour monter sur une branche, parce qu'il est trop lourd pour ceci, pour cela. Mais ça va bien plus loin. On ne l'accepte pas, on ne le veut pas, parce qu'il n'est pas nous. Il n'est pas nous, il est différent de nous. Vous voulez bien me faire une petite place ? Demande Alfred. Tu n'y penses pas, c'est bien trop petit. Va-t'en. Et vous m'invitez ? Nous, on veut bien, mais maman ne serait pas d'accord. Va-t'en. Et là-haut, je peux venir avec vous ? Oh, non, tu es bien trop lourd. Et avec ta petite chaise, ce n'est pas très pratique. Va-t'en. Personne ne veut de moi, pense Alfred. De donner plusieurs livres qui traitent différemment des mêmes sujets, avec des petites différences, des petits changements, vous comprenez combien ça peut nourrir la pensée de l'enfant et effectivement l'emmener à devenir ou à essayer de changer cette société déshumanisée dans laquelle nous vivons. Là-bas, il y a une toute petite maison. C'est la maison de Sonia. Elle est juste à sa taille. Sonia est bien chez elle, toute seule, au fond des bois. Comme ça, on ne la voit pas. Mais qu'est-ce que c'est que ce drôle d'oiseau avec une petite chaise ? Se demande Sonia. Sonia a peur et ferme la porte. Alfred s'approche. Heureusement que la nuit tombe, pense Sonia. Je ne le verrai plus. Le lendemain, le jour se lève, Sonia aussi. Alfred est toujours là. Alors, Sonia s'approche, tout doucement, prudemment. « Bonjour », sourit Alfred. « Bonjour. Tu veux un café ?» répond Sonia. Je pense que c'est pas si simple que ça d'ouvrir directement son cœur. On a parfois besoin d'un peu de temps pour s'apprivoiser. On ne va pas spontanément. Si, certaines personnes, certains enfants, ils vont spontanément. D'autres ont besoin d'un peu observer. Donc, j'ai voulu aussi parler de ça. Maintenant, quand j'ai offert ce livre à un demandeur d'asile, il m'a dit, mais Sonia, elle l'a quand même laissé dormir tout seul dehors, toute une nuit. C'est dur. Mais oui, mais c'est ce qui se passe en même temps. Mais moi, ce qui m'intéresse vraiment, c'est cette petite discussion philo qu'on a après la lecture. C'est vraiment, avec le dernier Tes drôle Alfred, là, j'ai vraiment eu envie de dire, mais à quoi en toi obéis-tu ? Qu'est-ce qui fait que tu vas faire ce qui te touche vraiment le cœur ? D'ailleurs, Sonia, dans cet album-là, elle sait qu'elle est, entre guillemets, critiquée. On lui dit, mais ils sont pas chez eux. Là, j'aborde un peu le racisme à cet endroit-là. C'est vraiment dans cet album-là, j'ai vraiment pris plus le point de vue de Sonia. Et puis aussi, il y a le côté arriver à se mettre à la place de l'autre.
Et si c'était nous, un jour, qui étions juste avec notre petite chaise, mais qu'est-ce que ce serait bon d'être accueillis. J'ai eu, moi, des retours d'une maman afghane que je n'ai jamais évidemment rencontrée, mais qui me remercie d'avoir pris soin de son jeune. Et c'est fabuleux. Si moi, mes enfants avaient dû quitter, qu'est-ce que j'aurais été heureuse de savoir qu'ils étaient accueillis. Et puis, on ne sait pas, on sait pas. Enfin, c'est hyper important, l'empathie. Donc, après les lectures, il y a toujours ce moment qui, pour moi, m'est vraiment cher, où on met en commun nos manières de penser, réaliser qu'on ne pense pas tous de la même manière. Et puis, ce qu'il y a de merveilleux aussi, c'est de voir que les enfants qui sont peut-être un peu moins dans l'accueil spontanément, après une discussion, se rallient justement à ceux qui sont dans l'ouverture. Parce que dans un groupe, il y en a qui sont plus, il y en a quand même souvent l'un ou l'autre qui sont plus réfractaires. Quand je pose la question, et vous, qu'est-ce que vous auriez fait si vous aviez rencontré Alfred? Et après très peu de temps, en fait, ils sont tous dans l'accueil. Et ça, c'est rassurant quand même. Ça fait du bien. Et il n'y a pas si longtemps, il y a une petite qui m'a regardé droit dans les yeux. Elle m'a dit, mais tu sais, moi, ma maman, c'est pas une chaise qu'elle a pris, c'est un foulard. Et elle m'a dit ça vraiment d'une manière, l'air de dire, t'aurais pu mettre un foulard aussi. Et puis alors, juste à côté, la petite qui la prend dans ses bras et qui lui dit, oh, mais moi, je suis comme Sonia. Et voilà. Et on a des moments qui sont complètement magiques, où des enfants qui viennent me trouver en me disant, mais moi, je suis comme Alfred. Et qui témoignent de... Ça, c'est des moments très, très forts pour le cœur. C'est l'histoire de ce bonhomme qui est facile en fait à rapprocher de ce que les enfants qui vivent en ville peuvent voir d'une rue à l'autre sur les trottoirs, c'est-à-dire des gens abandonnés. Là, c'est un bonhomme. Il représente, si vous voulez, le nombre de sans-abri qui sont sur les trottoirs parisiens. Alors, ça peut paraître facile. On peut dire, oui, les enfants sont plus généreux que beaucoup d'adultes. Les enfants, comme je le disais tout à l'heure, ils n'ont pas peur que les autres nuisent à leur intégrité. Ils ne pensent pas à ça, les enfants. Claude Cadubois, elle a des éléments ou des images comme celle-ci en tête. Ce bonhomme, tout seul, il se réveille le matin, sa couverture est mouillée. Il n'est pas regardé avec bienveillance. Quand il est dans ce parc où il se repose parce qu'il n'en peut plus, qu'il n'a pas mangé, qu'il n'a pas dormi, qu'il n'a pas bu, et puis, en sortant de l'école, une petite fille le regarde. C'est la seule à le regarder et elle va lui proposer un gâteau. Ce gâteau, pour le bonhomme, c'est le meilleur gâteau qu'il ait jamais mangé de sa vie. Et là, la petite fille, quand elle le regarde dans son vêtement, sa couverture, elle lui dit « Tu ressembles à mon nounours ». Moi, j'ai envie de dire la subtilité. Et il me semble que nous sommes là, au lieu de fermer les portes, on les ouvre et c'est ensemble qu'on franchit ces frontières qu'on ne veut plus faire franchir aujourd'hui, mais que la littérature, elle, franchit sans drapeau levé. Evelio Cabrero Parra, je ne sais pas si vous le connaissez, donc colombien, etc., extraordinaire. Je n'ai jamais vu quelqu'un d'aussi généreux, si vous voulez, dans sa manière de parler, d'être, etc. Evelio Cabrero Parra, il nous disait toujours, j'ai travaillé 20 ans à Accès avec lui, il nous disait toujours, tout ce que vous vivez, tout ce que vous lisez, tout ce que vous regardez, tout ce que vous entendez, mais surtout tout ce que vous lisez, c'est inscrit dans votre livre psychique. Et le livre psychique, rien ne s'efface. Et ça réémerge au moment où vous en avez le plus besoin. Et donc, nous, notre responsabilité, mais c'est aussi notre plaisir. Moi, j'adore me dire que je fais quelque chose pour ça. C'est partager cette littérature avec les enfants.